16 juillet 1989. Le soleil décline sur l'estuaire de la Seine. 23 grands voiliers s'apprêtent à reprendre la mer, des centaines de vieux gréements et une myriade d'embarcations naviguent à leur côté. Cette image, tel un bouquet final, restera dans toutes les mémoires. Elle matérialise un succès exceptionnel, un succès inespéré, celui du plus grand rassemblement de grands voiliers jamais organisé en Europe, les Voiles de la Liberté. Quatre ans avant le rassemblement de Rouen, Amsterdam aux Pays-Bas fête les grands voiliers. Un succès populaire incontestable. Pendant près d'une semaine, ce sont quelques 3 millions de visiteurs qui vont se déplacer pour participer à la fête. Parmi ces visiteurs, une délégation rouennaise multiplie les contacts. Nous sommes venus pour préparer pour 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, une grande concentration des plus grands voiliers du monde qui viendront à Rouen pour 8 jours. Et nous sommes venus ici pour prendre les contacts avec tous les commandants des navires, préparer cette grande manifestation de 1989. Pour les organisateurs français, le compte à rebours est commencé. Il s'agit pour eux d'obtenir l'accord des marines nationales étrangères sur leur participation. Le spectacle des grands voiliers à Amsterdam restera dans toutes les mémoires. « 18 bateaux, parmi les plus beaux au monde, participent à la parade d'Amsterdam. Rouen espère alors, mais ce n'est qu'un vœu, en rassembler plus de 20 au pied du pont Guillaume le Conquérant. Les grands 3 mâts, voire 4 mâts pour quelques unités, sont aujourd'hui une cinquantaine au monde. Ils sillonnent les mers à longueur d'année, véritables ambassades itinérantes pour les pays qu'ils représentent. Les escales et leur calendrier sont définis 2 à 3 ans à l'avance. Il leur faut concilier à la fois les demandes d'escale et l'entraînement des marins à la voile. La programmation de leur croisière annuelle est donc souvent un travail complexe, tout particulièrement pour ceux qui, chaque année, boucle un tour du monde. L'invitation de la France et du port de Rouen ont reçu un excellent accueil. Ils seront plus de 20 à faire route vers la Normandie. Le Libertad, le navire-école de la marine argentine, quitte Buenos Aires dès la fin mai. À son bord, 400 marins, pour moitié des cadets en formation. Le Libertad, avec ses 103 mètres de longueur et ses 2600 mètres carrés de voilure, est détenteur de nombreux records de vitesse. En dépit de sa taille impressionnante, il est l'un des voiliers les plus rapides au monde. Il n'hésitera pas à utiliser ses moteurs sur la deuxième partie du trajet pour vaincre les vents contraires et arrivera dans les temps au rendez-vous de Rouen. Sangre de mi tierra virgen, alma de los herbazales, misionero puro soy, indio poriacú, navegando río arriba, litoreño canoero, vivo prisionero del amor del Iguazú. Yo vengo de donde el río, enamorando al follaje, le muestra todo el paisaje
más bello de mi país. Rugiendo las cataratas hablan también mi lenguaje. Avec 5 de ses plus célèbres navires-écoles qui font route vers l'Europe, l'Amérique latine sera superbement représentée. Ainsi, le Cuauhtémoc s'apprête lui aussi au mois de juin à cingler vers l'Europe. Avec son équipage de 275 hommes et ses 2200 mètres carrés de voilure, il fait figure de jeune adolescent. Lancé en 1982, il est le dernier d'une série de 4 grands voiliers construits en Espagne pour les marines nationales d'Amérique du Sud. D'autres vont faire route au sud. Ainsi, le Stadrat Lemkühl va quitter Bergen, son port d'attache en Norvège, pour se rendre directement à Rouen. Ex-voilier-école de la marine allemande jusqu'en 1923, le Stadrat Lemkühl est un superbe 3-mâts barque de 98 mètres. Il a à 3 reprises failli échapper à la Norvège. Une première fois durant la Deuxième Guerre mondiale, après qu'il fut saisi par les Allemands. Une autre en 1966, lorsque désarmé, il devait être revendu au plus offrant. Il est aujourd'hui la propriété d'une association privée norvégienne et forme des jeunes à la navigation et à la découverte des océans. Ce 3-mâts carré, le Sorlandet, est également norvégien et se dirige sur Rouen. Depuis son lancement en 1927, lui aussi a connu une vie mouvementée. En 1940, les Allemands qui venaient de le saisir le transforment en prison, puis en caserne flottante. Entièrement remis à neuf en 1978, il accueille aujourd'hui des stagiaires du monde entier, encadrés par une vingtaine d'officiers. Tous ces bateaux ont un point commun, ils vont découvrir un port nouveau et remonter 120 km d'un estuaire dont ils ne soupçonnent ni les caprices ni l'histoire. L'histoire commerciale du port de Rouen commence au Moyen-Âge, à l'époque de l'Empire anglo-normand. Au XVIe siècle, Rouen s'ouvre au grand commerce atlantique et sa flotte va sillonner le monde. Le XIXe siècle commence par une crise. Les caprices de la Seine et la concurrence havraise voient le trafic chuter. Une série de grands travaux vont pourtant faire de Rouen le deuxième port français à l'aube du XXe siècle. Rouen est même le premier port capornier. Les armateurs multiplient les commandes. Les 3, 4 et 5 mâts vont dresser leur silhouette à l'ombre du pont transbordeur. Aujourd'hui, le port tire pleinement parti de sa situation géographique. Il est le point de jonction privilégié entre les navires de commerce qui peuvent remonter la Seine jusqu'ici et les péniches, par exemple, qui vont redistribuer ou collecter les marchandises. Rouen est ainsi le premier port européen pour l'exportation des céréales, avec une capacité de stockage de plus de 600 000 tonnes. Tout le trafic est contrôlé à partir de la capitainerie. Trafic dans le port, mais surtout sur le parcours aval de la Seine. Les bateaux en transit et les hauteurs de marée sont recensés en temps réel. 13h15 prévision la bouille, pas de la manœuvre pour la rive droite 270. Et le Nordstrom c'était 13h pour le poste 25. De plus, à bord de chaque navire marchand, la présence d'un pilote est obligatoire dès lors qu'il dépasse les 50 mètres. Embarqués au Havre, à Caudebec ou Rouen, les pilotes sont de véritables experts en courant, méandres et pièges d'hiver. 7 à 8 heures de passerelle pour un parcours de 120 km vont permettre aux navires modernes, mais aussi aux voiliers, d'arriver à bon port. Le 8 juillet, c'est le fleuron de la marine italienne, l'Amerigo Vespucci, qui effectue la remontée de la Seine.
À bord, un pilote, bien sûr, qui dissimule mal sa joie de voir passer les mâts au ras du tablier du pont de Tancarville. Dès le 9 juillet, la veille de l'ouverture officielle, le public a rendez-vous avec l'histoire. La pédagogie profite aussi du spectacle pour dispenser ses cours en plein air. Plus de 300 000 personnes vont sillonner les quais ce jour-là, alors qu'un tiers seulement de la flotte est à quai. Les bateaux en sont les vedettes, les équipages sollicités par la foule auront fort à faire eux aussi. Dimanche 9 juillet, le 39e et le Bagat de Lanbiwe rythment l'ouverture officielle. Quelque peu gêné de se retrouver dans l'euphorie de la bousculade, Éric Tabarly est également de la fête. On est vraiment ravis que vous soyez là. C'est vous qui donnez une signification toute particulière et très forte à notre rassemblement. Par notre manifestation, voilà. Éric Tabarly est arrivé en bateau. Et quel bateau? Penduic. Le bateau de son père dont il vient d'achever la restauration. Arrivé dans les premiers, il va pouvoir assister à la remontée de scène des plus beaux voiliers. Le Droujba de la marine soviétique, le Libertad de la marine argentine. Le Cuauhtémoc de la marine mexicaine. Le Darmstadt de la marine polonaise. Le Sorlandette, arrivé tout droit de Norvège. L'Eagle, le navire-école des Coast Guard américains. La présence de ce dernier est exceptionnelle au rassemblement de grands voiliers. À son bord, 19 officiers et 180 cadets qui n'embarquent que pour 2 mois et demi. La curiosité l'emporte sur la rigueur militaire. La Normandie pour eux a des allures de décor de film et les villages, diront certains, leur rappellent le monde de Walt Disney.
Émerveillés, enthousiastes, la marée humaine inonde les 6 km de quai. Chaque arrivée est un événement, une fête aux couleurs renouvelées. Des surprises aussi, comme celle de voir embarquer sur le Simon Bolivar, le navire-école de la marine vénézuélienne, 13 femmes, 10 cadettes et 3 officiers qui revendiquent l'égalité des tâches à bord. On nous considère comme des hommes. Il n'y a pas de différence à bord entre un homme et une femme. Nous aspirons à être des officiers de marine et donc nous revendiquons les mêmes rapports. « 4 à 500 000 personnes par jour. L'hymne à la voile résonne dans tous les cœurs et dans tous les regards. Le rêve pour chacun, pouvoir monter à bord, visiter les ponts, effleurer les cuivres, côtoyer l'histoire des bateaux de plus près ne serait-ce qu'un instant, se sentir l'âme d'un marin, même si les embarcations restent immobiles à quai. Il faudra parfois user de quelques astuces et de la sympathie des équipages pour compter au rang des privilégiés, faute de quoi, l'attente est longue. C'est le 6e bateau, je suis montée sur aucun. « 5 000, 10 000, 20 000 visiteurs par bateau et par jour, mais aussi 1, 2, 3 heures d'attente. Le record reviendra à l'Amerigo Vespucci, avec 37 000 visiteurs accueillis dans la même journée. L'intérieur, lui, est exclusivement réservé à l'équipage. On ne visite que les ponts. Pourtant, regardez, ici se cache un véritable monde de rêve et des décors dignes des plus beaux musées. Les bois sombres rappellent l'atmosphère des clippers anglais, ceux qui, au siècle dernier, filaient sur les océans. Des dizaines de toiles rappellent la vie du navigateur florentin Amerigo Vespucci, mais aussi celle de Christophe Colomb. Christophe Colomb, ou plutôt Cristoforo Colombo, le nom du navire représenté par cette maquette. En 1936, il naviguait aux côtés de l'Amerigo Vespucci. Au large de Naples, à bord des voiliers Christophe Colomb et Amerigo Vespucci, les cadets de l'Académie navale italienne, futurs officiers de la marine de guerre, effectuent leurs grandes manœuvres annuelles. Le majestueux voilier n'est plus aujourd'hui qu'une école de navigation. Il a cédé la place aux vapeurs, qui n'est en somme qu'une usine flottante. En 1945, le Cristoforo Colombo fut cédé à l'URSS. Désarmé il y a une quinzaine d'années, seul l'Amerigo Vespucci perpétue aujourd'hui la tradition et fait rêver les spectateurs. Comment vous le trouvez ce bateau, monsieur? Très beau. Très très beau. Une belle gueule, un bateau comme ça. C'est une allure, un bateau comme ça.
Fidèle copie des voiliers de la fin du XVIIIe, l'Amerigo Vespucci présente aussi la particularité de n'avoir d'autre propulsion que ses voiles, comme au temps des Caporniers. Et nous avons des marins. Nous avions un nom qui a passé le Cap Horn 3 fois. 3 fois? 3 fois, oui. Oui, mes ancêtres, un maison, qui a fait le Il est mort il y a 4 ans. Sur un grand bâton comme ça. Le temps des Caporniers. Un rocher au bout du monde pour une légende immortelle. La peur d'affronter ce rocher. La difficulté à doubler cette marque de passage entre deux océans. Jamais aucun marin n'a tenté de vaincre sa puissance. Tous ont imploré sa clémence. Ces hommes à main nue qui incarnent l'âge d'or de la marine à voile savent le tribut qu'ils ont payé au Cap Horn. Chacun se donne du courage avant de l'affronter. Ici, la mer déchaînée se lance à l'assaut des navires. Pendant des heures et des heures, pendant des jours et des jours, les hommes luttent sans répit et désespèrent de sortir de cet enfer d'eau, de courant et de vent. Seuls les ordres, la discipline, l'instinct de survie parviennent à combattre la fatigue extrême et la fureur des éléments. Après l'enfer, le calme. Les menus au quotidien ne varient guère. Fayots, pommes de terre, viande salée. Si les chiens font office de mascotte à bord, le sort des porcelets est moins enviable. Le dimanche, la tradition est respectée, du moins si la mer l'autorise. Chacun sait comment occuper ses quelques heures de liberté, se laver, se faire une bonne coupe de cheveux ou tout simplement profiter des moments de répit qui sont à bord trop rares et de courte durée. Le souvenir de ces temps héroïques a bien failli disparaître à jamais au fond des estuaires, le long des côtes d'Amérique latine ou dans les fjords scandinaves. Dans les années 30, ces coques d'acier livrées aux intempéries se sont multipliées dans les cimetières improvisés. Seuls des pays comme l'Allemagne, privée de sa flotte de guerre après la défaite de 1918, entretenaient encore en 1940 une importante marine marchande à voile pour former ses cadets. Ici, ce sont des 3 mâts coulés dont le sort ne s'est pas soucié de leur accorder une seconde vie. Cette coque, rongée, est celle du sister ship du Belém. Elle gît au large du port de Marseille, non loin du quai de la Joliette. Fort heureusement, l'image de son double croise toujours sur les océans. Le Belém, sauvé de la mort in extremis il y a moins de 10 ans, forme aujourd'hui des jeunes à la navigation. Chacun à bord répète des gestes séculaires. Comme au temps où ce 3-mâts barque transportait les fèves de cacao entre le Brésil et la France,
les marins réparent les voiles ou raboutent les cordages. La France, malheureusement, n'a pas songé à sauvegarder son patrimoine de navires caporniers. Aujourd'hui, seul le Belém, l'Espérance et les deux goélettes à 2 mâts de la Marine nationale, la Belle Poule et l'Étoile, défendent les couleurs françaises lors des rassemblements de grands voiliers. Dans le port de Rouen, la Belle Poule et l'Étoile à marée à couple faisaient partie des bateaux qu'on admire. Moins pour leur taille, limitée à 37 mètres, que pour le charme de leur gréement. Chargées d'histoire, leurs pavillons frappés de la croix de Lorraine rappellent qu'elles ont gagné l'Angleterre sous l'occupation. Plus impressionnant, le Sagres II, le bateau-école de la marine portugaise. Présent également au voile de la liberté, il offre lui aussi l'image de la tradition. Pas de treuil, pas de moteur, tout à bord n'est que bois, acier et cuivre. Ici, toutes les manœuvres se font à la main. Chaque jour, en dépit de l'immobilité et profitant de l'absence de vent, l'équipage effectuera des simulations de manœuvres comme le largage des voiles ou des exercices de timonerie. Autre exercice, la préparation d'un millier de repas chaque jour dans un espace de 6 mètres carrés. « 20 heures. Les visites se terminent, la fête est sur les quais et va se prolonger jusqu'au petit matin. En cette nuit de 14 juillet, la fête est aussi dans le ciel et se reflète dans les yeux des enfants. Toutes les nuits, la même foule compacte, les mêmes cadets qui, profitant de l'escale, parcourent le port à la découverte d'autres regards.
Tôt, ce vendredi 14 juillet, tous les équipages ont rendez-vous en ville pour la plus cosmopolite des célébrations de la prise de la Bastille. Les plus remarqués, les marins du sultanat d'Oman. Les plus souriants, les jeunes mousses du Sorlandette, peu habitués à défiler au son du tambour. Restent les instants de loisirs, pendant que les officiers se rendent à Paris visiter la ville lumière. Les midship, eux, tendent l'aventure dans les rues de Rouen. Je m'appelle Fernando Alberto Baudaña et je suis aspirant dans la marine argentine. Mon programme aujourd'hui est un peu spécial car je suis au repos, dispensé de garde. La ville de Rouen est vraiment très agréable. Avec tous ces monuments, on dirait presque un petit musée. Et la population normande s'est montrée jusqu'ici très accueillante et chaleureuse avec nous. Je ne sais pas si c'est le prestige de l'uniforme qui facilite les choses, mais en tout cas, le contact avec les Français s'établit immédiatement. En fait, pour nous, le seul vrai problème est d'ordre financier. En Europe, la vie est vraiment trop chère et tout nous semble hors de portée. On m'a dit beaucoup de bien de l'excellente cuisine française, mais je dois vous avouer que pour l'instant, je n'ai pu tester que les croissants et les sandwichs crudités. Pour un touriste argentin comme nous, les prix des restaurants sont vraiment exorbitants. Hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor. Le départ est proche. Il reste à effacer les traces de milliers de mains venues effleurer les cuivres et à préparer la parade. Les plus hauts gradés des 23 grands voiliers sont présents dans la salle. À 12h30, Eagle. Aucun détail ne doit leur échapper. Il s'agit de régler le gigantesque ballet qui demain fera de la Seine le plus grand théâtre à ciel ouvert du monde. Chaque commandant bénéficie de la présence à ses côtés d'un officier de liaison chargé de lui traduire les indications susceptibles de lui échapper. Le canal 13, ils prennent dès le matin ou... En fait, le 13, vous n'en avez besoin que pour appeler des secours si c'est le cas échéant, mais vous pouvez le faire également sur 73. Moment de recueillement avant de reprendre la mer. Moment également pour invoquer la clémence d'un monde capricieux, celui de l'océan. À l'égal des vieux caporniers, la plupart des marins du monde se cherchent la protection d'un dieu. Après 7 jours d'un exceptionnel succès, le bouquet final, la grande parade, est imminente. Le grand jour est arrivé, nous sommes dimanche et dans quelques minutes, dans une dizaine ou une vingtaine de minutes, les premiers bateaux vont partir pour la grande parade. Les 23 plus grands voiliers du monde vont partir de Rouen pour aller vers Honfleur. Alors pour suivre tout ce défilé, bien sûr des moyens techniques, mais aussi des marins et un marin, Olivier de Kersauzon. Alors une ambiance de port avant un départ de course, c'est pas une course, c'est une parade, mais c'est un petit peu différent quand même.
C'est très partagé, hein. Il y a les spectateurs qui viennent voir, les marins qui partent qui sont un petit peu tristes parce que la fête est quand même arrêtée pour eux. Maintenant on passe à la manœuvre. Ce matin on chargeait les vivres sur les quelques bateaux. Et puis je crois qu'il y a une certaine tension au dégagement du quai. N'oubliez pas qu'il y a un pilote de la Seine embarqué sur chaque navire de façon à les conduire en toute sécurité. Et ces 23 bateaux qui partent, moi ça me fait déjà un petit peu de chagrin. Il est à peine 11 heures. Les premiers grands voiliers commencent à quitter le quai. Pendant 8 heures, ils vont redescendre la Seine, les voiles relâchées, les cadets debout dans les mâts avec pour fond sonore les vivas, les applaudissements et les hymnes nationaux une dernière fois entonnés. « 10 minutes séparent chaque voilier. Succès extraordinaire pour le Sagres aux voiles blanches frappées de la croix portugaise. Ovation pour le Cuauhtémoc, le navire-école mexicain. L'Américo Vespucci, lui, sera le dernier à quitter Rouen. Il est 13 heures lorsque les cadets relèvent la passerelle. Encore un dernier regard sur l'horaire, la sortie du port du bateau-école italien est prévue à 13h30. Malgré les difficultés à manœuvrer, tous les temps seront respectés. Les images des voiles de la liberté dans le port de Rouen commencent à basculer dans les mémoires. Lentement, en douceur, le spectacle se déplace vers la mer. Sur les quais du port de Rouen, les cœurs se serrent, tristes de voir sonner l'instant du départ.
Si dès 15 h, le port de Rouen ressemble à un désert, les berges de la Seine, en revanche, sont littéralement prises d'assaut. Les estimations parlent de 4 millions de spectateurs tout au long des 120 km du parcours, ou plutôt des 240 km de berges, car quelle que soit la rive, la densité est comparable. Le rassemblement d'Amsterdam avait passé le cap des 3 millions de visiteurs. Les voiles de la liberté auront dépassé toutes les prévisions. En 8 jours, plus de 6 millions de personnes auront vu les grands voiliers. On m'avait prévenu, c'est que pour une fois dans le monde aujourd'hui où la publicité est toujours plus forte, et même souvent plus forte que l'événement, je trouve que l'événement est beaucoup plus fort que la publicité qui en a été faite. Donc, moi je vis de l'exceptionnel, vous aussi. On voit bien dans la foule, les gens disent c'est formidable, comme c'est un échange complice, et c'est ça qui est formidable. Porte-parole d'un patrimoine culturel prestigieux, ces voiliers et leurs équipages vont progressivement se regrouper pour offrir une image hors du temps. L'image d'un estuaire peuplé de mâts, où les cris et les chants ne sont pas étouffés par le bruit sourd des machines. L'image de la Seine à la tombée du jour, que les peintres impressionnistes venaient fixer sur leur toile.
ces images sont des parcelles de temps, fixées à jamais comme pour tenter de retenir les moments d'exception. Mais rassurez-vous, ces grands voiliers sont bien vivants et d'autres peut-être vont renaître. C'est très beau comme spectacle, là. Ce que nous voyons, ça ressemble vraiment en vrai au tableau qu'on a regardé 100 fois dans les musées. C'est un spectacle que moi je n'avais jamais vu. Ça, c'est des plans qu'on voit dans les tableaux de musées et nous, on l'a en vrai, sous les yeux, avec des vrais bateaux, de la vraie mer, des odeurs et tout, c'est formidable. Pour Olivier de Kersauzon comme pour nous, la longue épopée de la voile a marqué son passage à Rouen d'un exceptionnel succès. Nous ne pouvons que remercier les équipages d'avoir offert à nos regards et fait souffler dans nos cœurs l'esprit du grand large qu'ils incarnent.